qu'on a eu une hécatombe avec une mort en masse et surtout avec cette industrialisation de la guerre, on a eu des corps qui vont être mutilés, qui ne vont pas toujours être inhumés sur les champs de bataille et qui peuvent se retrouver à courir sur un arbre comme le miroir le montre. C'est cette mort en masse qui va transformer un petit peu le visage de la mort militaire et du devenir des corps. Et à partir de là, l'État va s'intéresser vraiment aux morts de la troupe. Et derrière cette approche de la mort en masse, on va essayer de voir une approche comptable. La problématique elle va être simple, c'est essayer de voir en quoi la mort en masse va-t-elle entraîner non seulement le sacrifice pour l'État, le sacrifice qui va être financier, mais d'un côté l'État va faire un sacrifice, mais de l'autre côté il y en a d'autres qui vont s'enrichir. Et de façon à être le plus visible possible, j'ai essayé de différencier les morts de la Grande Guerre et le coût que ça a pu avoir en rapport avec leur devenir sur les anciens champs de bataille et vont être inhumés dans les grandes nécropoles nationales. Donc là, ça va avoir un coût, créer, aménager, entretenir les nécropoles nationales. Et d'autres vont être restitués aux familles. Ça a un autre coût. Donc c'est les deux premières parties que je vais faire. Et la troisième partie, ça sera que sur ces deux types de marchés, on a des personnes qui se sont enrichies. La mort en masse dès 1914 a fait que les camarades ont essayé de donner une tombe individuelle aux poilus qui mouraient à côté d'eux. Et officiellement, l'État a pris cette mesure de tombe individuelle par la loi du 29 décembre 1915. Revenir sur deux choses. Donc la France a été divisée en deux. Vous avez une partie... Ici, c'est ce qu'on appelle la zone des armées. Toute la partie qui est ici, c'est la zone de l'intérieur. L'intérieur, c'est l'autorité civile. Ici, vous avez la carte sur les différentes régions. Donc, on retrouve ici, et je vais essentiellement parler de la première, deuxième, 6e, 20e et 21e région militaire. Le but, c'est de ne pas multiplier, ça c'est vraiment important, en 1918 et 1919. Le but, c'est de ne pas multiplier les cimetières militaires. Et pour cela, il y a trois cas de figure. On a des tombes isolées, mais qui sont à proximité d'un cimetière militaire. Ça ne pose pas de souci. À ce moment-là, on exhume, on transporte et on enterre dans le cimetière militaire existant. Deuxième cas de figure, on a des tombes isolées qui sont nombreuses et qui sont loin d'un cimetière militaire. Donc la décision est prise de créer un cimetière militaire sur cette zone où on a des tombes isolées qui sont nombreuses. Et le troisième cas, c'est des tombes isolées qui sont peu nombreuses et qui sont très loin d'un cimetière existant. Alors l'État décide d'inhumer ces sépultures, du moins ces militaires, dans les cimetières communaux. Grâce à la réorganisation du mois de février 1919, et on voit que dans chaque région, il y a plusieurs secteurs d'état civil. Ici, chaque secteur d'état civil a trois missions: une mission de repérage, une mission d'exhumation et de regroupement, une mission d'entretien et de réfection des cimetières. Pour chaque mission, on va avoir des équipes qui sont très bien identifiées, 4 équipes d'exhumation, 2 équipes de fossoyeurs, etc. Et chacune étant composée d'un sous-officier, secrétaire et caporaux. Et on voit que sur la main-d'œuvre, qui va s'occuper de transporter, exhumer, transporter les morts, les mettre en guerre, ce sont les prisonniers de guerre. Dans cette mission, on a la main-d'œuvre, théoriquement, ce sont les prisonniers de guerre. Après, je vais voir que ça pose quand même quelques soucis. Ce sont les militaires qui ne sont pas encore démobilisés dans le secteur de l'état civil aux armées qui vont gérer aussi la chose. Reste pour l'État de trouver les bières. Donc, il va faire appel à des entreprises privées pour trouver des cercueils. Par exemple, tous les PV d'adjudication que j'ai pu trouver, qui font un petit peu un bilan, qui passent le marché, ce sont les chefferies. D'où la chefferie de Laon, de Verdun, Commercy, de
sur cette période 1919-1920 un modèle de cercueil type. Chaque chefferie va passer le marché en fonction des cercueils dont elle a besoin, et dans le nombre et dans le format. On voit que Nancy, on a des cercueils de 1,32 m. On voit que pour l'an 1,80, tout, bien sûr, ces marchés ont un coût. Ce sont des pompes funèbres, en tout cas des entrepreneurs privés, qui ont pour charge de créer les cercueils et de les amener sur les différentes zones des services d'état civil. D'adjudication où on a la mesure de la croix, ici, les différentes positions, les cercueils avec vue de profil, de face et de aérienne. Donc, en 1920, il est terrible, c'est-à-dire que les cimetières militaires français en 1920 sont dans un état déplorable. Toutes les personnes qui vont au front le constatent, que ce soit les familles, que ce soit des journalistes, voire même des politiques. Les croix sont trop légères et donc finalement elles offrent peu de solidité, et surtout que les cercueils, ce sont des planches peu soignées qui n'arrivent même pas à se fermer. C'est vrai, dans ce matériel, les entrepreneurs doivent agir vite. Il manque de matériaux, il manque de bois, et le bois, on le trouve là où on peut, dans le meilleur cas. Et le problème, il est autre aussi, c'est que l'autorité militaire a énormément de problèmes de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que les prisonniers de guerre vont se retrouver en nombre insuffisant, et puis à la suite du traité de Versailles, il va falloir les redonner, c'est-à-dire les rendre, à l'Allemagne. Donc, l'autorité militaire va demander les troupes coloniales. Et le ministre des Régions libérées, qui en a besoin parce que c'est la reconstruction, va prêter 8000 personnes pour ces 6e, 20e, 21e et 2e régions, qui sont des travailleurs coloniaux qui vont se substituer aux prisonniers de guerre. À partir de là, l'État va changer de mesure et il va rentrer dans une deuxième phase, où là, on a des cimetières militaires, des champs de bataille qui ont été nettoyés, mais le général de Castelnau, qui était à la tête de la Commission nationale des sépultures militaires, a pour idée de créer le plus grand nombre de cimetières militaires, du moins le plus petit nombre de cimetières militaires, avec le plus grand nombre de corps possible. C'est-à-dire qu'on est sur le format du cimetière militaire américain, comme les Américains sont en train de le créer à Romagne-sous-Montfaucon, et on sort du format anglais, où pour les Britanniques, on reste sur le sol là où on est tombé, donc on a une multiplicité de petits cimetières militaires. On peut, a posteriori, peut-être faire des économies, mais on va voir que sur le coup, ça va augmenter gravement le budget. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'État va se désengager de tout, c'est plus le service d'état civil aux armées qui va prendre en charge tout. Il va recourir à des entrepreneurs privés, à des services d'état civil aux armées, et là, juste pour superviser, c'est tout. De toute façon, il n'y a pas la main-d'œuvre pour pouvoir réaliser. Donc, on passe par des entrepreneurs privés. Et on reste sur le même système, à savoir le recours là aussi à des entreprises privées pour le marché des cercueils et des croix. Donc, pour le modèle d'une stèle qui va être prédéfini par la suite. Donc, toutes les chefferies qui vont passer par la suite les marchés pour pouvoir finalement subvenir aux besoins des entrepreneurs privés aussi qui font les travaux de regroupement, vont avoir un modèle de cercueil de 70 et un de 80. Donc, on a fait ce premier temps, donc regroupement, on a créé des cimetières qu'on va
privés des comptes funèbres se sont quand même bien enrichis, et l'État, le scandale est tellement important que même Maginot, en tant que ministre des Pensions et puis ministre de la Guerre, va pas être mouillé, mais il va être entendu, puisque c'est lui qui a quand même signé ces PV d'adjudication. Et l'État décide de passer en régie. L'État va un petit peu tout gérer, et on a des aides entre ministères. Par exemple, on a le ministère des régions libérées et de la reconstruction qui va prêter toutes ces automobiles disponibles pour le ministère des Pensions, qui va avoir en charge ces créations et cet aménagement définitif. Deux nouvelles réalisations. Par exemple, Douaumont et la nécropole des prisonniers de guerre de Sarrebourg. Douaumont, on a le terrain qui est acheté en 1923, qui est aplani par le génie de Metz et qui n'est prêt qu'à partir de 1925. Et à partir de 1925, toutes les tombes qui sont encore éparses dans les alentours de Verdun et tous les petits cimetières militaires qu'on a créés entre 1919 et 1925 dans les environs vont être détruits, mais toutes les tombes, toutes les sépultures, tous les corps vont être transportés ici au cimetière de Douaumont. Tous les prisonniers de guerre français qui étaient morts en Allemagne, que les familles les demandent ou ne les demandent pas. Celles qui les ont demandées, ils sont repartis, et on va le voir dans les cimetières communaux, et ceux qui n'ont pas été demandés, on les a tous enterrés ensemble à Sarrebourg, d'où la création en 1926, à partir de 1926, de ce cimetière national destiné aux prisonniers de guerre. Deuxième point sur cette gestion des morts, c'est sur la restitution des corps. Dès 1914, les familles, je ne reviens pas dessus, j'ai déjà fait des communications, et puis c'est pas le sujet, mais des familles demandent à récupérer les corps. La restitution gratuite aux ascendants et descendants des corps des soldats qui sont déclarés morts pour la France. Ce qui veut dire que l'État va prendre en charge tous les transferts de corps. Alors, Sarrebourg pour les prisonniers de guerre. De ces gardes régulatrices, on envoie tous ces corps par chemin de fer sur deux gares régionales. Du coup, ça, c'est les gares régionales qui sont pour le département de Montpellier, Saint-Rambert et Chasse, c'est-à-dire qu'au niveau national, on a défini des gares régionales. En gros, c'est comme si vous aviez un énorme TGV qui s'en va, et puis nous, quand on s'en va à Paris, souvent à Valence, donc on descend de Paris, on a le train qui s'en va sur Marseille, et puis c'est pareil. Il n'y a que des morts dedans. Donc le premier point, c'est le recours à des entreprises privées, toujours sur le même modèle que le marché des cercueils. On passe des adjudications. Le propre d'une adjudication, c'est que théoriquement, on va avoir des appels d'offres. Donc là, je me suis amusée à marquer toutes les adjudications sur les différentes zones, toutes les personnes qui font des offres ici. Et on voit des différences de prix majeures. Le propre d'une adjudication, c'est que théoriquement, l'adjudicataire, c'est celui qui est le moins offrant. Et en effet, on voit chaque fois que le moins offrant devient l'adjudicataire. Donc, vous avez le prix ici des marchés, et après, en conclusion, on fera un bilan. Super important, Pierre et moi. Donc, trois types de cercueils sont définis. On va avoir... Non. Si, alors ça, c'est les cercueils. Vous avez un cercueil de 1,70 m, un cercueil de 1,90 m, et ces modèles qui sont avec intérieur métallique. C'est pour ça que, comme l'intérieur est métallique, la base est de 1,90 m et pas de 1,80 m pour pouvoir avoir plus d'espace pour les plus grands normalement. Donc ça, c'est les premières dépenses. Une fois qu'on est sur la gare régulatrice, donc Brienne ou Creil ou Marseille, on doit amener les corps vers les gares départementales. Plusieurs dépenses. La première dépense, elle va être sur le prix du chemin de fer, parce que l'État va être obligé de négocier.
Il y a certaines compagnies qui veulent bien faire des réductions jusqu'à 52%, mais pas plus. Et puis, il y en a d'autres qui ne font pas grand-chose, on est sur 10-20%. Donc là aussi, ça dépend si on est sur le PLM ou le chemin de fer Paris-Orléans. C'est très difficile d'établir un coût parce que tout va dépendre du nombre de corps qui ont été transférés. Et ça, on ne sait pas. Les sources ne nous le donnent pas. Je ne sais pas la totalité des corps. Moi, suivant les archives, j'ai des départements qui sont bien fournis en renseignement, d'autres non. Et les amener dans un dépositoire. Et pour cela, pour qu'il n'y ait pas de retard, les compagnies de chemin de fer décident de prendre des frais de stationnement supplémentaires. 15 francs pour 24 heures. Si le travail n'est pas fait en 24 heures, s'il y a un délai de 48 heures, on reprend 20 francs de plus. Et 30 francs pour les périodes suivantes. Provisoire, les terrains, l'État ne va pas les acheter, donc il va les louer. Et on voit que parfois, le dépositoire de Rouen, la location, elle est de 257 francs pour, comme loyer annuel. Puis 17 mètres carrés pour faire le local du gardien du dépositoire. Parce que dans les frais d'aménagement, il y a les frais de gardien. Les corps sont entretenus. Alors, oui, les cercueils sont, il y a des béliers, il y a un gardien, on ne sait jamais, parce qu'on voit tellement de choses qu'il ne faut pas qu'il y ait des soucis sur les cercueils. Sur le prix d'un corps restitué, ça varie. On a par exemple pour le Puy de Dôme, on a en moyenne un corps qui revient à 54 francs, alors que pour le département de l'Ariège, un corps va revenir à 72 francs. L'habitation et la réanimation. Donc là aussi, c'est la commune qui le prend en charge. On voit qu'elle a le droit de se faire rembourser par l'État en renvoyant des formulaires. Et ici, on a, suivant les communes, des prix aux corps qui ne sont pas les mêmes. Les corps des soldats qui arrivent et qui sont restitués aux familles parisiennes coûtent plus cher. Alors la commune va prendre à charge, mais ne peut pas être remboursée, c'est-à-dire si elle décide de créer un carré militaire, quelle que soit la forme, c'est-à-dire que là on a des carrés militaires qui prennent la forme de tombeaux communs, là c'est à ses propres frais, puisque dans la mesure où l'État rend les corps, il ne va pas payer la sépulture perpétuelle. Derrière ça, il y a des pompes funèbres qui se sont enrichies sur le dos des morts, et ces entreprises de pompes funèbres ont eu comme surnom les mercantis de la mort. Donc ce sont des marchés fort lucratifs, on le voit dans les écarts de prix, on le voit parce que aussi on a des monopoles. Je vous ai dit que on a alors Barrois et les frères Ferré, ce sont ceux qui ont eu le plus grand nombre de marchés. On est 70, 60. Alors suivant, la variation des prix a été expliquée en fonction du nombre de corps à exhumer. Plus le nombre de corps à exhumer est important, plus les prix baissent. Et c'est le loi de l'offre et de la demande. Voilà, de la pénibilité de la tâche, bref. Sauf que quand c'est l'État qui gère, on est sur 17 francs, 16 francs, 14 francs. Ce qui veut dire que ces mercantiles de la mort se sont bien enrichis. Maintenant, comment ont-ils pu gruger l'État? Le premier, c'est les cercueils, c'est trop facile. Alors, le Pierre Moine, il nous a fait de la sous-traitance. Il fait payer son cercueil 70 francs à l'État, mais en gros, il lui coûte 20 à 30 francs, parce que c'est pas lui qui le fait, il va traiter avec des sous-traitants, du moins d'autres entreprises, et il va rogner bien évidemment sur la qualité du bois, parce que dans les PV d'adjudication, vous avez vu les bleus, donc on a des modèles, on a du bois, essentiellement du chêne, etc. Ça va se transformer par du pain de piètre qualité, et ça donne ça, des cercueils livrés donc, par Monsieur Moine qui sont inacceptables. Donc ça s'est coupé par en bas, il a fallu fermer les quais pour ramasser les corps, refaire des cercueils, etc. Et donc là, vous voyez, c'est un groupe de contribuables éclairés qui écrivent à Henri Rémy et député pour préciser tout ça. Soit ils étaient déjà
de 1,40 m. De multiplier les opérations, c'est quand on fait les regroupements, les réaménagements, quand les familles vont demander la restitution des corps, ça va faire des trous dans les cimetières, puisque les corps vont être exhumés pour être renvoyés à l'arrière. Et au lieu, quand on retrouve un corps, de le mettre dans le trou, ah ben non, on va exhumer toute la ligne pour refaire une ligne au carré. Les cercueils, comment on peut multiplier un cercueil? Eh bien avec un corps, on en fait 3. Voilà. Donc comme ça, il n'y a pas de problème. Et le troisième point, on va vite, parce que plus on va vite, moins on risque d'avoir les contrôles du service d'état civil. Parce qu'on pourrait se demander, mais que fait le service d'état civil qui on sème le service d'état civil? Mais on ne fait pas que semer le service d'état civil, c'est qu'on va semer des corps. Et aujourd'hui, les archéologues qui j'ai pu rencontrer et qui ont en charge de travailler sur les poilus de 14, c'est-à-dire qu'on a certaines communes qui, soit parce qu'on a des projets de construction, ou parce qu'on veut justement sonder un ancien cimetière, un ancien emplacement de cimetière qui n'a pas été encore bâti, mais ils trouvent régulièrement des corps. Alors il y avait eu des scandales en 24-25, mais ils sont encore confirmés aujourd'hui. Quand c'est le corps entier, on a peut-être une chance de l'identifier, mais bien souvent, comme on est payé au cercueil, on va prendre le crâne, on va prendre le tibia, hop, on met de la terre, et puis le reste, on le laisse, on recouvre, on va vite, et il n'y a pas de souci. Après, sachant que ces chiffres ne sont pas des chiffres définitifs et que c'est que le minimum. Si on refait sur les restitutions, donc sur les restitutions de la zone de l'intérieur, de la zone des armées, la restitution militaire d'Orient, ceux qui ont été inhumés et restitués en provenance d'Italie, les ex-prisonniers de guerre, on a un total de 17 526 387 francs. Sur ce, il faut rajouter les milliers de francs pour les restitutions d'autres pays, parce que là, ce n'est pas des marchés. Par exemple, pour Londres, il y avait 28 corps à ramener d'Angleterre. La Commission nationale britannique ne marchait pas du tout comme nous. Elle a pris en charge les travaux d'exhumation, etc. Mais la France a envoyé un entrepreneur funèbre qui a fait la restitution d'Italie. C'est lui qui a eu en charge la restitution des corps d'Italie et des prisonniers de guerre. Et il était payé au nombre de jours où il restait sur place. Et évidemment, les réaménagements n'étaient pas terminés. Et ce chiffre est de 479. Et on rajoute en 1931, où là, l'État, qui avait fait tout en bois, les croix, les stèles, tout ça c'était en bois. Dans des régions humides où il pleut, souvent le bois, ça pourrit, décide en 1931 de donner une enveloppe de 50 millions pour relever toutes les croix de bois et les mettre en pierre avec l'ornementation, etc. Donc on rajoute 50 millions. Si je fais le récapitulatif des chiffres que j'ai, on arrive à un total au bas mot, mais vraiment le plus bas qu'on puisse trouver, de plus de 76 millions. Et ça reste encore aujourd'hui, comme quoi les morts de 14 influent encore sur